19 heures. La synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 de Sikasso exige le paiement intégral de leur rappel. Face à cette situation, elle menace de ne pas participer aux différentes évaluations et de retenir les notes jusqu'au paiement intégral des rappels et envisage d'observer un arrêt de travail à partir du 18 décembre prochain. En atelier d'immersion des membres du Conseil national de transition, l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a évoqué devant les membres du CNT la nécessité de se réadapter aux réalités du moment. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. World Vision et ses partenaires restent engagés pour la défense des droits des enfants. Du 12 au 16 décembre, un atelier de renforcement de capacité se tient à l'endroit des ONG et des OSC pour mieux lutter contre les pratiques forcées du travail des enfants. Et voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'information sur la télé qui est vôtre. La Commission Santé, Développement Social et Solidarité du Conseil national de transition, CNT, en partenariat avec l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a organisé un atelier d'immersion des membres du Conseil national de transition sur les activités de l'INPS ce mardi 12 décembre 2023. Il s'agit à travers cet atelier d'informer les membres du Conseil national de transition sur le mode de fonctionnement de l'INPS et les difficultés auxquelles il est confronté. Je vous propose ici, pour plus de précision, d'écouter le président de la commission santé et le directeur général de l'INPS. Ils sont tous deux au micro de Idrissa Sidibé et de Zakaria Omar Keïta. L'initiative d'organiser cette séance d'immersion des membres du Conseil national de transition fait suite aux séances d'écoute organisées par la Commission de la santé, du développement social et de la solidarité pendant la période d'intercession parlementaire, précisément le 16 août 2023. Le rapport de ces séances d'écoute a révélé les difficultés à l'accomplissement des missions confiées à l'Institut national de prévoyance sociale, qui sont, entre autres, la non-adhésion de tous les employeurs à la télédéclaration, l'absence de passerelle entre le régime général et le régime d'assurance volontaire, la non-exécution des décisions de justice en faveur de l'INPS en matière de recouvrement forcé à l'encontre des multinationales et des établissements publics à caractère administratif. Après des moments difficiles, l'INPS est aujourd'hui engagée dans la voie des réformes majeures avec les autres institutions de sécurité sociale du pays. Ces réformes vont permettre à notre pays de prendre en charge beaucoup d'insuffisances constatées dans l'application des textes régissant la prévoyance sociale au Mali. Pour échanger avec vous, les honorables, sur les difficultés, les perspectives et surtout les attentes des uns et des autres par rapport à l'INPS. Je voudrais vous faire part de notre fierté d'être écoutés et accompagnés, j'en suis sûr, par cette grande institution de la République qu'est le Conseil national de la transition. Notre mission de service public nous commande toujours d'être dans les réformes, surtout les réformes paramétriques, afin que le régime de prévoyance sociale puisse survivre pour le bien-être des populations du Mali. World Vision et ses partenaires, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Joining Forces for Africa, agir contre le travail des enfants, ont organisé un atelier de formation sur l'organisation de la mise en place des plans de formation et suivi des différents acteurs cibles sur les risques, les problématiques et les solutions possibles aux pratiques forcées du travail des enfants. Cet atelier vise à renforcer les capacités des OSC et des autres acteurs de la société civile afin de susciter leur implication pour une meilleure protection des enfants contre la pratique des travaux forcés. Le compte rendu est signé Aïssata Diarra, Mantala Ouattara.
Le projet Jofa Act est mis en œuvre par 6 organisations de promotion et de défense des droits des enfants, dont World Vision. C'est dans l'optique de lutter contre le travail des enfants et mettre les enfants dans leurs droits que World Vision et ses partenaires ont organisé cet atelier de formation à l'intention des ONG, des OSC et des organisations des enfants et des jeunes. Le projet qui nous réunit aujourd'hui fait partie de l'initiative que nous savons tous, l'initiative Joining Forces for Africa. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Et ce projet, en fait, c'est un projet panafricain. Donc, il est mis en œuvre, je crois, dans 5 pays à travers le continent. En ce qui concerne le Mali, ce projet est mis en place par un consortium qui est formé par World Vision, Educo, Save the Children, SOS Village d'enfants et Terre des Hommes. Donc, ils visent à changer cette situation. Nous ne voulons pas avoir nos enfants au travail parce que cela préjudicie non seulement leur avenir, mais l'avenir de notre nation malienne. Au cours de cette cérémonie, la représentante de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, après avoir avoué sa satisfaction sur le déroulement des travaux, a invité les responsables du projet à plus d'engagement pour atteindre ses objectifs. C'est avec une satisfaction toute entière que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation sur l'organisation et la mise en place de plans de formation et suivi aux différents acteurs ciblés sur les risques, problématiques et solutions possibles aux pires formes du travail des enfants. Je ne doute point que vous ne ménagerez aucun effort pour la réussite de l'événement. À noter que cet atelier de formation qui consiste à trouver des problématiques et les solutions au PFTE se tient du 12 au 16 décembre au siège de World Vision. Dans le cadre du programme Benkadi, le secrétariat de concertation des ONG nationales du Mali, SECO-ONG, a tenu le lundi 11 décembre 2023 un atelier de concertation avec les acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile et des organisations paysannes pour la dissémination de la loi numéro 10028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national. Cet atelier doit faciliter la mise en œuvre efficace de cette loi et garantir une gestion durable des ressources forestières. Lolo Madibati. Cet atelier de dissémination est une occasion pour les différentes parties prenantes de discuter des dispositions de la loi déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national, de comprendre leurs implications et de débattre des mesures concrètes à mettre en place pour sa mise en œuvre. Il va permettre également de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion des ressources forestières et de favoriser une meilleure collaboration entre les différentes parties prenantes. Cette activité s'inscrit globalement dans une démarche de plaidoyer, d'information et de sensibilisation que le SECO compte mettre en œuvre à travers son programme Benkadi. Et plaidoyer pour que les autorités et les décideurs puissent s'investir davantage dans le domaine forestier. Information et sensibilisation pour que tous les acteurs concernés puissent comprendre qu'il existe une loi au Mali qui gère le domaine forestier. Et en connaissant cette loi, nous pensons que les citoyens maliens seraient davantage intéressés, seraient davantage motivés à s'investir dans ce domaine. Je demeure donc convaincu qu'à l'issue de cette session de dissémination, vous serez suffisamment outillés pour poursuivre la communication sur la loi dans vos différentes structures respectives et au niveau des collectivités de communes d'intervention. Chers participants, c'est pourquoi, afin d'atteindre les objectifs de cet atelier, je vous exhorte à une participation active et assidue aux travaux de cette session. Au cours de cet atelier, l'accent a été mis sur l'importance de la participation et de l'engagement actif de la société civile, des acteurs du secteur privé et des organisations paysannes dans la gestion des ressources forestières. Que chacun sache ce qu'il faut faire en respectant la loi, ce qu'il ne faut pas faire en se mettant hors de la loi et se faire sanctionner s'il le faut. Cette loi qui date de 2010
à un certain nombre de chapitres qui sont relatifs à la ressource, comment l'aménager, comment la sauvegarder, comment sanctionner quand il y a des fautes. Cet atelier de concertation doit permettre aux participants de contribuer à la préservation des forêts, à la lutte contre la déforestation et à la promotion d'une gestion plus responsable des ressources du domaine forestier national. Par ailleurs, 145 migrants maliens, dont 71 hommes, 26 femmes et 48 enfants en provenance d'Algérie, ont regagné Bamako par vol charter affrété par l'OIM en partenariat avec le gouvernement malien. Ils ont été accueillis ce lundi 11 décembre 2023 par le chef de cabinet du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, ainsi que ses collaborateurs à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Dans le but de présenter le rapport sur l'état des lieux de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les médias audiovisuels au Mali, la Haute Autorité de la Communication, HAC, en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, a organisé un atelier à l'intention des hommes de médias. Le président de la Haute Autorité de la Communication, Gaoussou Koulibaly, s'exprime ici au micro de notre reporter Amadou Diarra. Je vous propose ici de l'écouter pour être davantage édifié. S'agissant de l'objet de l'atelier de ce jour, l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les programmes de télévision au Mali, cela est d'autant plus nécessaire que les types de handicaps tels que définis par l'Organisation mondiale de la santé, touchent presque tous les segments de notre société. Par ailleurs, toute la législation de notre pays, de la Constitution à la loi spécifiquement consacrée aux droits des personnes vivant avec un handicap, exige de nous la prise en compte de ce groupe social. Mesdames et messieurs les participants, malgré ce contexte apparemment favorable à l'inclusion des personnes vivant avec un handicap, le constat du faible niveau de leur inclusion dans les programmes audiovisuels est bien perceptible à travers les données du rapport de monitoring objet du présent atelier. Aussi, je voudrais vous inviter à plus d'attention pour l'examen du rapport de monitoring en question, en vue de nous permettre, et à notre partenaire AIFES, de l'améliorer encore pour plus d'efficacité dans l'atteinte de l'objectif principal, l'amélioration de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les programmes des médias audiovisuels au Mali. Et je voudrais enfin rassurer les uns et les autres, s'agissant des constats du rapport, que le faible niveau d'inclusion des personnes vivant avec un handicap n'est pas l'apanage de la presse, encore moins des télévisions concernées par le rapport de monitoring. Cependant, s'il en est ainsi, il n'en demeure pas moins que la presse, notamment audiovisuelle, a un rôle capital à jouer pour le changement auquel nous aspirons tous. Tour du Mali, et je vous amène à Sikasso pour commencer. La synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016 de la région a tenu ce mardi une assemblée générale extraordinaire pour informer et sensibiliser les militants sur le non-paiement de leurs rappels. Tout en dénonçant la mauvaise foi du service financier chargé du paiement, la synergie décide de ne pas participer aux différentes évaluations et de retenir les notes jusqu'au paiement intégral des rappels. Au pire des cas, observer un arrêt de travail à partir du 18 décembre prochain. Idrissa Diallo, Pendakone, nos correspondants sur place pour le compte-rendu. Informer et sensibiliser leurs militants sur les dernières actions concrètes entreprises entre la synergie des syndicats de l'éducation et les autorités sur le non-paiement des différents rappels des enseignants. Tel est l'objectif général de cette Assemblée générale extraordinaire tenue ce mardi 12 décembre 2023 à Sikasso. Que les camarades puissent être privés de leurs droits jusqu'à preuve de contraire qui ne sont pas rentrés en possession. Donc nous, en tant que syndicats, nous avons du mal à comprendre ça.
si c'est truc au niveau national, les autorités ne se sont pas acquittées et que nous exigeons des autorités le paiement de ces rappels, ça c'est un autre sujet. Mais tel n'est pas le cas. Donc il est clair que l'opinion nationale et internationale soit bien édifiée. Les autorités se sont acquittées. Donc l'argent a été envoyé, les fonds ont été mis à la disposition du Trésor. C'est aux financiers de faire le travail et que les camarades soient mis dans leurs droits. Donc nous nous sommes patientés jusqu'ici et rien ne bouge. C'est ce qui nous a poussé à adresser une correspondance à Madame le gouverneur le 24 novembre. Comprenez que le préavis ne veut pas dire que nous voulons forcément arrêter le travail ou bien que nous ne voulons pas travailler. Le préavis, c'est pour inviter l'autorité à venir sur la table de négociation. Et nous sommes allés jusqu'à la date du 18. Pourquoi? Pour qu'il y ait une marge de manœuvre nécessaire du côté de l'administration pour essayer réellement de décanter cette situation qui n'a que trop duré. Selon les responsables syndicaux, le problème demeure une préoccupation majeure de la synergie depuis 2020. En témoignent les différentes démarches entreprises auprès des différents acteurs. Nous serons obligés d'appliquer ce que nous avons retenu, c'est-à-dire l'arrêt, autrement dit, du travail à partir du 18. Et ça serait renouvelable tant que les camarades ne seront pas mis dans leurs droits. Je rappelle bien, les fonds ont été mis à la disposition du Trésor. À noter que seule la région de Sikasso fait face au non-paiement de ce rappel depuis 2020 et cela malgré la disponibilité des fonds au niveau du trésor régional selon les syndicalistes. En réaction à la situation, la synergie de Sikasso promet de ne pas participer aux évaluations du premier trimestre qui débute le 13 décembre prochain et suivi d'un arrêt de travail à partir du 18 décembre prochain jusqu'au paiement intégral des rappels. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le consortium Amapros, Asaf et Kermali a organisé le 9 décembre 2023 dans la région de Ségou une journée de sensibilisation sur la promotion des droits des femmes et des filles. L'objectif était de mobiliser tous les acteurs de la société pour l'abandon des violences faites à l'égard des femmes et des filles. Mamadou Lamine Sogoba, correspondance. Conformément au thème national des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le rôle et responsabilité de la femme pour des élections sans violence, le consortium Amapros Asaf Kermali, à travers son programme Empowerment des femmes et des filles leaders, gouvernance de la société civile, a organisé cette activité pour promouvoir les bonnes pratiques de non-violence à l'égard des femmes et des filles. Je me réjouis du 9 décembre 2023 de l'organisation du forum sur la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans la commune urbaine d'ici. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom de l'équipe du consortium d'ONG Asaf Amapros et de toutes les équipes du projet NGF 3 pour vous remercier de votre présence à ce forum de partage d'expériences dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles, couplées au rôle et responsabilité des femmes pour des élections apaisées. Cette cérémonie a permis de renforcer les capacités des leaders communautaires pour leur implication effective dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et amener les décideurs au respect des engagements pris en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est avec un réel plaisir et une infinie joie que je prends la parole au nom de la mission de Care internationale au Mali et à mon nom propre pour vous remercier, vous, acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, d'avoir rehaussé une fois de plus l'éclat de cette cérémonie par votre présence. Il s'agit de la campagne des 16 jours d'activisme que nous menons au profit de la préservation et de la consolidation des droits des femmes. Donc, comme vous le savez, notre pays déjà, depuis son indépendance, il a souscrit presque à toutes les conventions internationales relatives aux droits des femmes. Donc, ce qui démontre que notre pays est un pays soucieux des droits de l'homme et même des droits de l'enfant et des droits de tout le monde.
Pour un rappel, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles remontent aux années 1960, lorsqu'en République dominicaine, où les sœurs Mirabel furent brutalement assassinées pour avoir mutilé pour les droits des femmes. Ainsi, elles devinrent les symboles de combat pour éradiquer les fléaux des violences faites aux femmes et aux filles qui gangrènent la plupart des sociétés. La mairie de Mopti a lancé le samedi 9 décembre 2023 l'opération citoyenne de salubrité et d'assainissement du marché Sakarawel. Une initiative des femmes du marché et de l'association Sugunyeta qui vise à débarrasser ce lieu public des déchets solides et liquides et offrir un meilleur cadre aux vendeurs ainsi qu'aux clients du marché de Mopti. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. À Mopti, le marché Sakarawel est l'un des plus importants et plus grands sites de commerce de la commune urbaine de Mopti. Ce samedi 9 décembre 2023, les femmes du marché, en collaboration avec l'association Sugunyeta, ont initié une journée de salubrité pour rendre ce lieu propre pour la santé des usagers. Parce que amina debi 6h amita fo 22h 23h donc mbolo ne so kanga so rambolo ode anga so anga la nyoro ka se ka sanuya donc ka se ka nogo ni fo mbala chugo wa hakilla munye blaka ni demse nunun deme nya ka fo bisira nyuma ndika ni ya mi ka sigida mogo de bi ka sigida dila mogo wera ti boro wera kana nga wera dila nya hakilla nyuma de bu fo de ka man faralu kan ka dila. Pour cette initiative citoyenne, la mairie de la commune urbaine de Mopti n'est restée en marge. Elle a doté les initiateurs d'équipements nécessaires pour la réussite de leur activité. Cette participation a été aussi visible à travers la présence du 3e adjoint au maire qui a donné le premier coup de balai de cette journée de salubrité. C'est une activité que la commune devrait faire, mais nous avons fait avec le jeune, avec l'association Sugunyeta. Donc je suis le représentant du maire très comblé et très heureux de voir vraiment tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui par rapport à l'assainissement de ce marché. Nous souhaiterons vraiment pérenniser cette activité en travaillant correctement avec toutes les associations qui sont dans les marchés, les associations de jeunes, pour pérenniser tout ce qui a été entrepris par rapport à l'assainissement de cette ville. La cérémonie de lancement de cette initiative citoyenne des femmes du marché et l'association Sugunyeta a vu la participation des légitimités traditionnelles, partenaires et des personnes de bonne volonté. Le Maroc a abrité ce lundi 11 décembre 2023 au Palais des Congrès de Marrakech les CAF Awards. Et au terme de cet événement, les footballeurs africains qui se sont illustrés en 2023 ont été primés. Le point, c'est avec Jelika Guindo. Chez les hommes, le prestigieux trophée Ballon d'Or a été remporté par le Nigérian Victor Osimhen devant le Marocain Achraf Hakimi et l'Égyptien Mohamed Salah. L'attaquant est récompensé pour les prouettes réalisées en Italie. Vainqueur de la Série A avec le Naples, Victor fut le meilleur joueur et le meilleur buteur avec 27 buts du championnat italien. Il succède à Sadio Mané et devient le premier Nigérian à remporter le titre de meilleur joueur de l'année depuis Victor Ikpeba en 1997. Chez les dames, c'est Assissa Oshoala qui a gagné le titre de joueuse de l'année en devançant la Sud-Africaine Thembi Glatana et la Zambienne Barbara Banda. L'attaquante du Barça, déjà couronnée à 5 reprises, remporte son 6e titre du genre après avoir gagné la Ligue des Champions et le championnat espagnol avec le FC Barcelone. Elle a aussi réalisé de bonnes performances en Coupe du Monde 2022. Sans surprise, Walid Regragui a été désigné meilleur entraîneur de l'année et Désiré Ellis, sélectionneur de l'équipe féminine de l'Afrique du Sud du côté des dames. Le gardien de but de l'année est le Marocain Yassim Bounou qui évolue à El Hilal, tandis que Siamaka Nandozi du Nigeria de Paris FC a remporté le prix de la meilleure gardienne de but. Le Sénégalais Lamine Camara du FC Metz et la Marocaine Nezrine El Chad de Lille sont les révélations de cette année. Les équipes nationales de l'année sont le Maroc chez les hommes et le Nigeria chez les dames.
joueur interclub de l'année a été Persito d'Afrique du Sud qui évolue à Al Hilal et la joueuse interclub de l'année est Fatima Tanyawat du Maroc à Asfar. Club de l'année chez les hommes est Al Hilal d'Égypte et club de l'année chez les dames est le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. A signalé également que le but de l'année est celui de l'Égyptien Mahmoud Karaba qui évolue à Al Hilal. Et voilà, ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.